Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va se refaire 3 petites questions PTRPG. Cette fois-ci avec Coco. Comment vas-tu, Coco? Bonsoir, ça va très bien. Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions existentielles des gens? J'ai fait exprès de ne pas me préparer, selon tes bons conseils, donc je ne suis absolument pas prêt. C'est bien, tu es dans les bonnes dispositions. Tu as égalité avec les précédents. Alors en première question, je te propose celle-ci. Je la lis à voix haute pour ceux qui nous écoutent. Donc, au moment de la création, choix du système, jusqu'où pousser la mécanisation? Tout est-il mécanisable? Quelle place donner à l'arbitraire du MJ? Bon, évidemment, la réponse sera ça dépend de ce qu'on veut, mais alors la vraie question est comment trouver l'équilibre qui nous convient quand on n'a pas le temps de faire 3 parties par semaine et la flemme d'attendre d'avoir 30 ans d'expérience rôliste. Donc c'est une question de pyroxis. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, Coco? Oui, ça m'inspire quelque chose. Moi, je suis du délire de tout mécaniser le plus possible. Mais j'ai déjà la moitié de 30 ans d'expérience rôliste. Donc peut-être que ça m'évoque le fait que plus on connaît de jeux, plus c'est facile d'avoir des petits bouts de mécanique à agrafer ça et là dans sa campagne. Ouais, parce qu'en fait, il y a 2 questions. Il y a au moment de la création / choix du système, ce qui est complètement différent en fait. Je pense que le monsieur de la question, quand il parle de système, il parle plus les règles du jeu qu'il va choisir. Probablement, ouais. Bah, on peut faire la question en 2 fois. Admettons, on se dit, je veux créer un système. Est-ce que toi, tout de suite, il y a des questions que tu te poses par rapport à la mécanisation? Moi, par exemple, je me dis, si je veux créer un système, ça dépend de si c'est un système pour moi jouer, tu vois, que je vais compenser avec ma bonhomie, les habitudes de la table, etc. Je vais peut-être pas essayer de tout mécaniser, tu vois. Ça tombe, c'est pour une soirée, un truc comme ça. Je veux juste un système de résolution, 2-3 trucs qui vont appuyer un peu la thématique. Par contre, si je veux le publier ou que je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui y joue, j'imagine qu'il faut que je le mécanise plus, tu vois, je sais pas. Alors c'est intéressant parce que du coup, moi j'aime beaucoup les jeux complexes et quand j'ai créé mon jeu, Hard Night Calypso, elle est sur Lulu, voilà, je fais ma petite pub. J'ai décidé quand même de faire un jeu simple. Donc en fait, la plupart des jeux que j'ai créés étaient beaucoup plus difficiles à comprendre que le jeu que j'ai finalement publié. Donc je pense que ça nécessite vraiment de réfléchir en amont à ce que tu veux faire. Je suis assez d'accord avec toi. Mais le degré de complexité d'un jeu, c'est aussi un degré de complexité personnelle qu'on veut avoir dans la campagne. Finalement, plus ton jeu est complexe, plus ça prend du temps de le résoudre. Je pense aussi qu'il y a des, comment dire, dans le jeu de rôle, tu vois, il y a si cette question se pose, c'est parce qu'on a quand même tous peut-être l'intuition que dans le jeu de rôle, il y a une forme de compensation, tu vois. Il y a des trucs, tu te dis, je vais pas mettre la mécanique, mais les joueurs vont le faire tout seuls parce que culture de jeu, parce que habitude de jeu et tout. Et du coup, je me dis, si je joue avec des gens, tu vois, je sais pas, je viens de jouer 1 an à Shadow Dark avec des gens, tu vois, bah je me dis, peut-être, moi, je peux me faire un petit système dans la même philosophie, et eux, ils ont déjà compris ce que c'était, je sais pas moi, player skill, machin, ils connaissent un peu les basics, tu vois. Et du coup, en fait, quand je vais entre guillemets créer mon système, ce que je vais faire, c'est juste ajouter des exceptions à des trucs qu'on faisait déjà, tu vois, je sais pas. Ça résonne un peu avec cette idée de système générique. On a appris un jeu, donc du coup on a envie de faire passer toutes nos idées par le tamis d'un jeu simple. Un jeu comme Shadow Dark ou GURPS pour ceux qui apprécient les jeux un peu plus anciens, qui soi-disant pourraient tout faire, donc il ne sait rien faire. Et la question là, trouver l'équilibre, c'est à quel point mon système que je connais déjà, il convient un petit peu. Je peux peut-être faire rentrer au chausse-pied le concept d'un western le temps d'une soirée, alors que d'habitude on fait des trucs de chevalier avec, quoi. Mais dans la question, il y a quelle place donner à l'arbitraire du MJ, tu vois. Je pense que ça va avec le mécanisable. Parce que, en fait, moi, quand je me dis mécanique, je me dis que c'est... tu vois, les mécaniques, si on remplaçait entièrement, potentiellement, l'arbitraire du MJ, ou si on remplaçait entièrement les décisions des joueurs par des mécaniques, enfin, je veux dire, à un moment donné, le jeu de rôle, il y a une zone de flou, tu vois, par définition, non? Je sais pas. Certains, oui, je dirais pas tous. Mais c'est déjà un système de dire je laisse une place à l'arbitraire. C'est vrai. Donc en fait, quand tu crées ou quand tu choisis un système de jeu, savoir que ce jeu-là permet, par exemple, de mettre des malus ou des bonus, ne permet pas d'en mettre. Ce genre de choses, c'est quelque chose, c'est en quelque sorte dire je prends un jeu où je sais que je pourrais faire des ajustements pendant la partie. Alors que si jamais tu peux pas faire d'ajustements, par exemple je pense à un jeu comme Kern ou comme Into the Odd, tu dois rouler sous ta stat, et il n'y a pas de plus 4, moins 4, etc. Tu te dis ok, bon bah j'ai plus ça à gérer pendant cette campagne-là, cool, je peux faire autre chose. Ouais, ou même les jeux Powered by the Apocalypse. D'ailleurs, toi, Coco, il me semble que tu es la seule personne qui sache faire jouer des jeux Powered by the Apocalypse. Enfin, j'ai entendu ça.
Mais c'est pareil, c'est des jeux où finalement l'arbitraire du MJ, il y a un peu d'arbitraire parce que tu dois interpréter le move, tu vois. Et si ça tombe avec les mêmes mots qui décrivent le même move, on l'activerait pas exactement au même endroit, mais est-ce que c'est de l'arbitraire ou de l'interprétation, je sais pas trop, tu vois. Alors, il y aura pas d'arbitraire dans le sens où ça sert pas à grand chose de mettre des -1, +1 dans la situation sur, par exemple, tailler en pièces d'un Dungeon World. Par contre, ce qui va être intéressant au niveau de l'arbitraire dans ces jeux-là, ça va être, est-ce que là, ce mob, ce monstre qui est très très faible à l'agonie, machin, le guerrier lui met un coup d'épée, est-ce que vraiment on va se fader à lancer 2d6 plus cool, quoi? Non, non, allez hop, on le tue, roll tes dégâts, et de toute façon il était à l'agonie, il n'y a aucun risque. Et en fait, on garde de la place pour après les autres morceaux de règles intéressants, les prochaines actions qu'on va faire. Donc il y a toujours de l'arbitraire, on est d'accord. Mais en fait, là, il les prend des formes différentes. Donc, du coup, en fait, on pourrait dire que dans la question « Tout est-il mécanisable ?» à l'inverse, quelle place donner à l'arbitraire de MJ, c'est un peu une sorte de, entre guillemets, de faux sujet, puisque l'arbitraire, la place de l'arbitraire serait définie par la place des mécaniques et vice-versa. Et même pas, en fait. Même pas nécessairement. Ouais, je pense que la plupart des gens qui font et qui apprécient le jeu de rôle apprécient le fait qu'un humain est en phase 2 et génère, on va dire, le second monde lors d'une histoire, lors d'une intrigue, lors d'une enquête. Et du coup, ils apprécient avoir en face un humain qui peut-être, je dirais pas modifie les règles du jeu, mais permet de faire les ajustements organiquement par rapport à un set de règles un peu déterminé. Donc je pense que oui, je dirais pas que c'est le faux sujet, mais le côté équilibre là, finalement, c'est est-ce qu'on n'a pas des systèmes faciles à arbitrer finalement, dans le sens référé, quoi, dans le sens je suis l'arbitre entre équipe A et équipe B, quoi. Et toi, tu disais, moi, je serais plutôt du genre à tout mécaniser, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je vais apprécier les jeux où il y a plein de sous-systèmes pour appuyer certains thèmes du jeu. Par exemple, des jeux comme Les Légendes de la Garde, où on joue des petites souris façon Game of Thrones. Le jeu se base sur un système de croyances, d'instincts, d'objectifs de partie, et c'est ces objectifs-là qui doivent être bien écrits sur ta fiche, qui vont te récompenser après en points d'XP, et qui vont être les thèses de ton personnage qui vont nourrir un autre sous-système de conflit. Et du coup, quand on rentre en conflit, c'est pas juste un jet de compétences, c'est tout un système avec des cartes, style pierre, papier, ciseaux, etc. Et en fait, c'est plein de petits morceaux à apprendre les uns à côté des autres, donc ça prend un peu du temps pour les apprendre, mais quand on est prêt, on sort, hop, petit sous-système A pour résoudre un truc, petit sous-système B pour savoir comment on est récompensé, etc. Et pour moi, ça fait partie de ce fun de dopamine, de dire ah oui, je comprends ce jeu de rôle, je sais faire des pirouettes avec, quoi. Ouais, il y a un côté player skill, mais peut-être pas dans le sens où on l'entend dans l'OSR et tout, en mode je peux obtenir, entre guillemets, la maîtrise du jeu auquel on joue en tant que joueur, pour le coup. Et donc, mon plaisir dépend moins... Enfin, si je tire du plaisir dans la maîtrise du système, mon plaisir dépend moins du MJ et de son arbitraire à ce moment-là, en fait. C'est ça. Ouais, il y a des gens qui parlent de system mastery. J'aime beaucoup le terme book control. Je contrôle le livre. Je trouve que c'est badass. J'ai entendu ça dans des sphères un peu anglophones. Ouais, quand t'as ton book control, genre peut-être que tu connais pas les règles, mais au moins tu sais où chercher. T'es efficace, quoi. Et en tant que joueur, tu peux faire valoir cet avantage dans l'enquête, tu peux faire valoir cet avantage en combat. C'est ouais. le feu, quoi. En fait, du coup, la question aussi, hein, en fait, elle est quand même un peu deep parce que, donc, au moment de la création, en fait, j'ai l'impression que c'est une question plus de MJ un peu, alors que, comment expliquer? En fait, comment savoir qu'est-ce que je dois mécaniser, qu'est-ce que je dois pas mécaniser, etc., etc. On est d'accord que c'est subjectif, hein, malheureusement. Oui, oui. Et je dirais que, ouais, en fait, si tes joueurs, tu vois, ils aiment bien build leur personnage et que toi, derrière, tu t'autorises une sorte d'arbitrage de tous les instants sur ta Donjons et Dragons 5e édition, hein, pour parler... Malheureusement, encore une fois, j'ai pas réussi à faire sans parler de Donjons et Dragons. Putain, pas possible. C'est le meilleur exemple. Je pense que, vu que c'est le jeu le plus joué, mine de rien, il y a des tonnes et des tonnes de mécaniques, et il y a plein de gens qui y jouent, mais en s'autorisant de tordre complètement les mécaniques dans tous les sens. Et c'est peut-être là qu'en fait arrive le mauvais endroit de la mécanisation. C'est quand t'as un jeu où il y a des mécaniques, on les respecte pas. Certes. J'allais dire, admettons qu'on joue chacun à Donjons et Dragons ou à un jeu 5e compatible en lisant les règles et en suivant les règles. On se dit, on va pas se casser la tête, on regarde ce qui est marqué, on fait tout ce qui est écrit dans le livre. Même en faisant ça et en les interprétant,
il y aura des différences entre table A et table B. Mais il y a aussi une différence entre les gens qui jouent avec les règles et qui s'autorisent d'arbitrer de manière différemment. Par exemple, comment on donne les points d'inspiration, comment on octroie un avantage. Même si c'est by the book, les MJ et les joueurs à la table ont des sensibilités différentes d'une table à l'autre qui font que, en fait, DND5 n'est pas un ensemble de règles où toutes les parties se déroulent de la même manière. Il y a des disparités qui sont liées aux sensibilités, tel MJ veut jouer comme ça, autre MJ veut jouer plus narratif, j'en sais rien. Et donc du coup, en fait, quand monsieur de la question cherche l'équilibre qui nous convient quand on n'a pas le temps de faire 3 parties par semaine, ni qu'on n'a pas beaucoup d'expérience rôliste, je dirais qu'en fait, cette sensibilité, ce bon goût, finalement, s'acquiert avec le temps. C'est pas inné d'avoir bien capté l'essence d'un jeu ou ce genre de choses, ça s'apprend. C'est vrai que je pense pas que tu aies besoin d'attendre de faire 3 parties par semaine pendant 30 ans pour comprendre ce que tu aimes bien dans le jeu de rôle. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, je me dis que tu peux avoir, tu vois, ta campagne un peu. Enfin, moi, j'avoue, je suis pas en mode, comment dire. Des fois, tu vois, je me dis, comment savoir si je joue vraiment au jeu que j'aime bien et tout, tu vois. Mais c'est déjà des questions super tordues, parce qu'en fait, ça veut dire que tu réfléchis beaucoup ta pratique, quoi, d'une certaine façon. Et je me dis que pour explorer un peu qu'est-ce que j'aime bien comme mécanique, etc., qui en plus est mouvant, donc c'est un peu la quête d'une vie, je pense, hein. Un truc qui est pas mal, c'est d'avoir d'un côté une campagne, parce que l'expérience campagne, c'est quand même quelque chose, je pense, tu vois, de jouer encore et encore avec des gens et tout. Il y a des bienfaits. Enfin, il y a des trucs que je retrouverai pas si je fais 3 one-shots par semaine avec à chaque fois un jeu différent, sans aller jusqu'à dire pendant 30 ans, je vais faire 3 parties par semaine. Enfin, je me dis, tu peux avoir une campagne et aller te dire une fois de temps en temps, genre une fois par mois, j'en sais rien, je dis un truc au pif, je vais tester un autre jeu, et c'est là seulement que l'idée que les mécaniques auxquelles je joue en fait en campagne ne me satisfont pas, que cette idée va émerger. En fait, ce que je veux dire, c'est que si j'avais un seul jeu de rôle, je me poserais même pas la question qui est posée ici. Donc je pense que si la question se pose, c'est parce que c'est quelqu'un qui voit plein de jeux passer, et peut-être qui a peur de pas jouer au bon jeu du premier coup, je sais pas quoi, ce qui en fait est une sorte de peur infondée, quoi, parce que t'es obligé d'essayer, tu vois. Enfin... Oui, après, je pense qu'on peut se préparer là pour trouver l'équilibre qui nous convient. On peut prendre des notes, on peut demander du feedback. Si jamais quelqu'un se perd un peu dans tous ces jeux qu'il voit, il peut demander sur un Discord qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel jeu. Finalement, oui, on est un peu tous des œnologues du JDR, donc on se dit, moi je préfère ça, je préfère quand le JDR il a une petite robe cuivrée. Donc du coup, ça fait plus ce feeling là. Ah bah tiens, je vais jouer à celui-ci la semaine prochaine. Finalement, si les jeux passent et qu'on cherche un équilibre sur un truc ou ce genre de choses, finalement, oui, se dire, allez, entre deux campagnes, pardon, je me presse un mois sur un petit jeu, bah boum, c'est une nouvelle saveur, on le met dans son petit calepin de notes rôliste et c'est mémorisé pour la suite, quoi. Il y a un peu une histoire de FOMO, en fait, dans la question pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, si je joue toutes les semaines et que je me rends compte qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop dans mon jeu, peut-être que je vais aller chercher un jeu, tu vois, je me dis, ah là, à chaque fois, le MJ, j'en sais rien. Quand je négocie, j'ai l'impression que je dois négocier avec le MJ, donc que ce soit les caractéristiques de mon personnage qui font qu'il est bon dans les scènes d'intrigue et de sociabilité, etc. Admettons, je me rends compte que ça me gêne. C'est qu'à ce moment-là que je peux vraiment me dire peut-être il faudrait que j'essaye un jeu un peu pareil parce que le reste me plaît, mais qui a une autre approche pour ce type de scène-là, je sais pas comment dire. Typiquement, dans le Donjon Dragon, la gestion des scènes sociales, ça a toujours été un truc qui a été un peu laissé au GM Fiat, d'une certaine façon. Et c'est que... Alors, ouais. Dès que quelqu'un dit ça, je dis, vous pouvez trouver la vidéo On Record de Kevin Crawford, designer de 5e, qui dit que justement, il n'y a pas de règle dans le DND5 sur les interactions sociales, parce qu'il voulait laisser aux joueurs le contrôle total du RP. Donc en fait, quand t'enlèves des règles, c'est du design négatif. Quand t'enlèves des règles, c'est pour donner aux joueurs l'occasion de dire, oui, tous les mots que tu prononces avec la voix de ton personnage importent. Et après, voilà, petit jeu de persuasion, machin. Mais en gros, l'idée qu'il n'y ait pas de règles sociales, c'est déjà un design, en fait. Yes, bah ouais. Et du coup, je me dis que il faut pas essayer de trouver l'équilibre qui te convient, c'est Pyroxis, je crois, puisqu'en fait, tu le trouveras jamais, je crois. Parce qu'en fait, à un moment, tu vas te lasser peut-être de ton truc. Et du coup, la question, c'est plutôt, est-ce que j'ai envie, entre guillemets, de me culturer en jeu de rôle ? Est-ce que ça peut être un des trucs qui te donne envie de jouer à des jeux différents ? Un autre truc qui peut te donner envie de jouer à des jeux différents, c'est peut-être la curiosité. Mais je pense... Comment dire, qu'à aucun moment t'arrives vraiment au bout de la quête de, je sais pas comment dire, j'ai trouvé mon équilibre parfait. Enfin, il
je pense que les mecs qui, à 50 piges, ils jouent toujours au même jeu, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont trouvé un truc parfaitement équilibré dans le système, c'est parce qu'ils ont décidé peut-être d'arrêter de s'intéresser aux nouveautés qui sortent, ils ont leur jeu qu'ils connaissent tous et ils trouvent ça confortable de jouer là-dessus, quoi. À aucun moment t'as la certitude d'avoir trouvé le truc parfait, quoi, je sais pas. Après, là je vois quelque chose, on n'a pas le temps de faire 3 parties par semaine, donc c'est quelqu'un aussi peut-être qui prend de la valeur dans l'idée de faire d'autres choses, d'autres activités, donc quelque part, si t'as dans l'année, je dirais, allez, 40 parties de JDR, t'as pas non plus envie d'être en déséquilibre holistique sur la moitié de celle-ci. Donc si jamais moi j'avais que 40 parties JDR par an, si jamais la session 3 de la campagne, je suis déséquilibré, ça me plaît pas, j'arrête en fait. Je jouerai jamais à une partie qui me convient pas. Et qu'on soit MJ, qu'on soit joueur, je pense que savoir dire non, ça ne me convient pas, c'est une compétence. Et du coup, en fait, ça évite. Combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent ouais, ça me plaît pas trop, mais finalement je reste parce que bon, du mauvais D&D, c'est mieux que pas de D&D du tout. Si jamais c'est pas équilibré selon vos affects, vos préférences, ne jouez pas. Ou alors, plutôt devenez MJ dans la campagne qui vous intéresse, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais justement, là, pour moi, ça, c'est un bon signal. En fait, si je me dis le jeu auquel je joue ne m'intéresse pas, oui, bah, je peux chercher un autre jeu. Par contre, le fait de poursuivre une sorte d'équilibre, à mon avis, c'est une sorte de... C'est cool. Enfin, c'est un peu stylé, tu vois. Tu te dis, plus je joue, plus je sais ce que je veux faire, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu une illusion. Mais clairement, oui, si le jeu, j'ai vraiment l'impression que les règles ne me conviennent pas du tout, là, il est intéressant de réussir à prendre le recul et de me dire, attends, qu'est-ce qui me gêne? Est-ce que c'est le fait que justement ce soit un jeu où il y a très peu de règles et donc j'ai l'impression d'être soumis à plein d'aléas? Ça peut être un des paramètres. Plein d'aléas humains, j'entends. Si on prend la question genre en mode au moment... Parce que bon, je voulais faire le truc en deux, après si ça tombe, il y a déjà répondu. Il y avait la part création et la part choix du système. Donc je sais pas, Pyroxis, si t'es en train d'essayer de créer un jeu et que tu te dis j'ai l'impression de créer un peu ex nihilo parce que j'ai pas testé tant de jeux que ça et si ça tombe je suis en train de réinventer la roue, ou est-ce que t'es en train d'essayer de choisir le meilleur système possible? Moi je dirais qu'en fait la question qu'on se pose depuis tout à l'heure, décidément j'ai du mal à terminer ma logorée là, elle se pose plus dans la création. Parce que, par exemple, toi, Coco, quand tu crées un jeu, des fois, au début, t'as un peu une idée de ce que tu veux faire, et puis alors que tu explores d'autres jeux, tu peux tout le temps remettre en question ça, et du coup, ne pas réussir à savoir exactement ce que tu veux faire. Je trouve qu'il y a un peu cette question-là aussi sous-tendue, tu vois. Quand on crée, enfin, je pense qu'on a tous des chemins de designer différents. Moi, quand je crée un jeu, c'est parce que j'ai un prototype qui me plaît, j'ai une mécanique qui me plaît, peut-être parfois j'ai même une feuille de personnage. Avant toute chose, je crée la feuille de personnage parce que je sais pas, graphiquement, il y a un truc qui m'intéresse. Et après, je brode sur ça. Et généralement, j'ai des petits bouts de jeu qui ne sont jamais finis. Ça m'a duré 48 heures, voilà, j'ai fait mon truc. Mais du coup, je pense que jusqu'où pousser la mécanisation dans un design concret, pour moi, ça dépend des thèmes. Genre, si t'as des thèmes forts qui t'intéressent, je sais pas, par exemple, l'écologie, ce genre de choses, tu vas créer l'ensemble des règles qui vont soutenir ce thème-là et avoir des mécanismes de tension, résolution, etc. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est une intensité dramatique. Et du coup, peut-être que dans un jeu à propos d'écologie et de faire pousser la nature et de combattre les ennemis de celle-ci, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des systèmes très très complexes de conduire des véhicules ou de points de vie à base de niveau de blessure, quoi. C'est sûr, ouais. Et voilà. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut peser un peu voilà, les thèmes dans la balance, dans ton petit cahier des charges, à quel point les thèmes sont importants, et ne designer finalement que les règles, que les mécaniques qui vont servir à élever ce thème. Tout le reste qui font baisser le thème au profit d'un autre truc, genre la simulation ou le réalisme, etc., si c'est pas dans le cahier des charges, en fait, faut pas le mettre, quoi. Yep. Et un truc que je vois aussi un peu dans la question, c'est, tu vois, des fois, je pense que dans la question de la mécanisation, il y a aussi un peu je déteste ce mot, mais une histoire de fun, entre guillemets. Je vais te prendre une sorte d'exemple. Tu vois, t'as des gens, tu leur dis, venez, on fait un jeu de rôle. Quand on fait des trucs, on jette un D6 et je vous dirai la difficulté un peu à l'arrache, machin. Donc en fait, c'est full arbitrage et full faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est un peu cool. Et en fait, on se met plutôt des contraintes, on va dire, liées à une sorte de cahier d'attente, tu vois. Genre, par exemple, on se dit, on va jouer au vampire, mais on joue pas avec des mécaniques qui font qu'on va avoir la soif, etc. En fait, on compte juste sur le fait que les gens le fassent tout seuls parce qu'ils connaissent le trope, le genre, quelque chose comme ça. Et la mécanisation, en fait, c'est un peu, en fait, pour certains, c'est la béquille, voire c'est l'obstacle à ça, tu vois. Ils ont l'impression qu'en fait, ils auraient pu le faire sans la mécanique.
tu vois. Ouais, je vois. Enfin, c'est Alors, pas vraiment une question, mais je sais pas si ça te parle. Moi, ça me parle dans le sens où c'est des gens que je m'éloigne volontairement de ces gens-là. C'est-à-dire que si jamais c'est pour lancer un D6, dire D6 plus vampire, c'est cool, et en fait, on s'attend à ce qu'on ait tous les tropes, et on joue comme ça, on rigole bien. J'ai jamais joué, alors je sais pas où sont les gens qui jouent sérieusement à ces jeux-là. Moi, j'ai toujours vu des gens qui prenaient ça un peu par-dessus la jambe, Beer and Bretzel, c'est fun, etc. Je trouve que ça marche bien pour une soirée. Mais finalement, on cherche aussi des choses différentes en jeu de rôle. Moi, je vais préférer des gens qui vont se dire, ok, on a l'investissement d'apprendre Vampire V5 pour faire du vampire, et de comprendre à quel point les mécaniques de ce jeu-là, sans connaître les tropes, nous amènent pourtant à jouer un vampire. Stylé. Je trouve que le design du jeu de rôle, c'est réussi quand ça fait ça. C'est-à-dire que moi, je connais pas du tout les tropes de vampire, et pourtant récemment, avec une autre personne qui peut-être passera ici avec toi, elle m'a fait découvrir Vampire V5 en, je sais pas, en 4 heures de temps, et j'avais l'impression d'y être. Et je me dis, c'est pas que la force de ce jeu, quoi. C'est la force du design d'un jeu de rôle bien pensé. Et donc, du coup, est-ce que tu considères qu'il y a une part d'arbitraire du MJ dans Vampire? Enfin, comment dire? Pour toi, Vampire, là où il réussit, c'est que les mécaniques qu'il donne exclusivement appuient la proposition d'être un vampire, et le reste, c'est laissé à l'arbitrage? Ou est-ce que tu considères qu'il y a du gras? Tu vois, on peut faire une sorte de cas pratique, tu vois, un cas d'étude. Oui. Qu'est-ce que tu vois dans Vampire? Il y a toujours du gras, genre les systèmes de conflits physiques, là, enfin bref, ça partait dans tous les sens, c'était pas le cœur du jeu pour moi, mais des trucs tout simples qui n'ont pas besoin d'être des machines incroyables. Quand tu te lèves chaque nuit dans Vampire, tu jettes un dé pour savoir si t'as faim, enfin si t'as soif, pardon, de sang. Donc tu jettes ton dé, bam, la soif vampirique, la bête bouillonne en toi. Et ben plus t'as soif, plus tes dés se changent en dés de soif. Et du coup, tu lances le même nombre de dés, mais il y en a des qui sont noirs et il y en a qui sont rouges. Et les dés rouges, là, c'est des un peu sanguinaires. Quand tu fais des coups critiques, avec ces dés-là, boum, tu laisses parler la bête en toi. Et du coup, quand tu fais des réussites, c'est des réussites qui sont éclatantes, bestiales, violentes, quoi. Et là, je me dis, ok, dans ce jeu-là, on est des vampires qui n'arrivent plus à se contrôler, quoi. Et du coup, je me dis, ce design-là, ça n'a l'air de rien comme ça. Et pourtant, j'ai plus l'impression d'être un vampire dans ce jeu-là, avec ce système-là, que tu me dis, là on joue à Vampire tous les deux et c'est un D6 plus cool, tu me dis, là tu te lèves, t'as soif. Comment tu vas faire? Ok, bah vas-y, lance un D6 sur 4 ou 5, t'y arrives. Y a rien. On peut jouer à des vampires, on peut jouer à des militaires, on peut jouer à quoi que ce soit avec ce jeu-là. Yes, je suis assez d'accord. En fait, une bonne manière de se poser la question sur la mécanique, c'est de se dire avec quelles contraintes j'ai envie que mes joueurs y jouent, en fait, d'une certaine façon. Et que ce sera pas... Et je pense qu'aussi, en créant de la mécanique, si c'est par exemple dans l'objectif de créer un jeu pour sa table, entre guillemets, le fait de le mécaniser, entre guillemets, ça te dédouane en tant que MJ de devoir... En fait, quand t'as pas une mécanique qui appuie ta décision en tant que MJ, par exemple, je te dis, Coco, maintenant tu as soif de sang. Tu peux être un peu en mode, j'avais pas envie d'avoir soif de sang maintenant, et en fait, c'est la personne qui est en face de moi qui m'oblige à ça. C'est pas le jeu auquel on a choisi de jouer. Je dirais qu'il y a un rôle que joue la mécanique là-dedans, tu vois. C'est là où elle trouve sa bonne place. C'est des contraintes, je sais pas comment dire, qui sont qui ne dépendent pas des gens autour de la table, quoi. Je comprends tout à fait, et c'est pour ça que je disais que du coup, je cherchais à m'en éloigner. C'est parce qu'en fait, moi, je veux pas jouer ce genre de dynamique-là avec des gens. Genre, je pense que ces gens s'amusent, il y a pas de souci, c'est très très fun, etc. Mais moi, je veux pas être dans ce genre de truc-là. Genre, moi, dans un jeu de rôle, c'est pas toi qui me dis quoi faire. C'est, tu me donnes la situation, et à côté de ça, moi, j'ai un ensemble de règles qui me permettent de faire moi ce que je veux. Le jour où tu me dis, Coco, là maintenant, tu as soif de sang, je te réponds non, en fait. C'est pas à ça que je veux jouer, quoi. Yes. Bon, je sais pas si on a super bien répondu à la question. Il faut dire qu'il y a plusieurs questions dans la question. J'ai l'impression que c'est quand même assez complexe. Je pense juste comment trouver l'équilibre. Joue à plein de jeux différents. Quand tu veux créer des jeux de rôle, de toute façon, il faut jouer à plein de jeux différents. Donc t'as pas le temps de faire 3 parties par semaine. Fais-en une par semaine, mais tous les mois, change de jeu. Fais des mini-campagnes, ça marche très très bien pour apprendre des jeux sympas. On va passer à une deuxième question. Celle-là, elle me fait bien rigoler. C'est peut-être une question un peu troll. On en prendra peut-être encore une autre après. Pas une en plus, une quatrième. Quel jeu choisir si mon objectif de MJ est d'avoir un fan club? Je veux avoir les meilleurs retours possibles et satisfaire les joueurs pour devenir leur héros. Comment optimiser un jeu de rôle pour ça sans générer de... Bon, après la fin, ça devient un peu débile. Je vais le dire quand même. Comment optimiser un jeu de rôle pour ça sans générer de lassitude et en conservant un maximum d'addiction envers le gourou que je suis? C'est une question de Joss. Okay. Joss veut être un gourou de JDR. Vas-y, copie-colle la question parce que moi je la trouve intéressante. Que je pense que je suis un gourou de JDR aussi. Hop là, merci. Voilà. Je pense que je suis un gourou raté, moi, personnellement. C'est-à-dire que je veux être un gourou, je veux être présentateur télé, je veux être le chef du culte, etc. Mais j'ai pas spécialement de fan club. Ou alors, du coup, mes fans sont très très peu présents.
Ok. Et du coup, bah, si t'as un goût raté, tu vas pas réussir à répondre à la question. Bah ouais, là du coup, je te dirais, moi j'ai testé plusieurs jeux, il y en a aucun qui m'a véritablement ouvert les clés du truc. C'est certainement pas un jeu populaire, parce que... Après ça dépend. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir des gens que tu n'apprécies pas mais qui sont quand même fans de toi? Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, Hugo, par exemple, tu accepterais de jouer à DND5 pour devenir un gourou, quoi? Non, oui, en fait, il y a une question un peu étrange. Tu vois, genre, pour moi, il faudrait que ce soit un jeu aussi auquel j'aime bien jouer. Mais c'est pas tellement la question. En fait, la question, c'est vraiment comment juste avoir un jeu pour avoir un fan club. Donc, effectivement, moi, je dirais D&D 5, parce que, en fait, de base, tu vas brasser beaucoup plus de joueurs intéressés. Tu vois. Quel jeu choisir? En même temps, t'es en concurrence avec plein d'autres mecs qui font du D&D 5e. Ouais, c'est chaud. Je veux avoir les meilleurs retours possibles et satisfaire les joueurs. Donc en fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est un système. Et du coup, là, c'est le système au sens forgien, c'est-à-dire que toutes les règles tacites et non tacites, qui sont la proposition de ton jeu, là, tout ça sert à satisfaire les joueurs pour qu'ils deviennent un héros. Et du coup, en fait, peu importe le jeu qu'on utilise au final, c'est la partie que tu veux jouer. Le but étant d'avoir à la fin un fan club. Je pense que pour avoir un fan club en tant que MJ, donc ça dépend de quel genre de fan tu vises, effectivement. Mais en vrai, genre juste... D'ailleurs, c'est dit dans la question. Il faut que ça... Faire un fan club, mais sans générer de lassitude. Donc si, je pense, la réponse genre je donne aux joueurs tout ce qu'ils veulent, ça suffit pas, parce qu'en fait, si tu donnes aux joueurs tout ce qu'ils veulent, à la fin, à mon avis, ils se rendraient compte que tu ne sers à rien et qu'ils pourraient se le donner eux-mêmes. Du coup, Oui, il faudrait plus une sorte de jeu... Je pense, en fait, si tu veux vraiment être un MJ et avoir un fan club, il faut que tu arrives à faire en sorte que les joueurs viennent en mettant les pieds sous la table. Donc, ils aient le moindre effort, de gros retours sur investissement et que tu arrives à leur donner l'illusion que tu es exigeant avec eux et qu'ils arrivent à faire un truc, tu vois. Parce qu'il faut aussi que eux, tu vois, ils se sentent valorisés, tu vois, si tu veux vraiment qu'ils soient fans de l'expérience que tu proposes. Il faut qu'ils se disent qu'ils sont géniaux aussi à jouer avec toi, non? Ouais, je crois que quand je fais un peu on va dire la chronologie de toutes les parties, et celle où j'ai eu le plus de Coco, il faut qu'on rejoue, Coco c'est incroyable, Coco c'est trop bien, etc., c'est quand justement je m'efface au profit de laisser les joueurs jouer pour voir ce qui va se passer. Et donc la plupart des jeux PBTA, par exemple, les gens ont beaucoup raisonné avec cette proposition. Et ils n'ont pas raisonné parce que j'étais incroyable, ils ont raisonné parce qu'en fait, je leur posais les questions, je les laissais s'investir à propos du monde qu'ils arpentaient, et j'utilisais les réponses. Et là, ils se sentaient vraiment... je fais partie de ce groupe, quoi. Je fais partie de cet univers, de cette aventure, de la même manière que le MJ... et le MJ m'ouvre la voie, quoi. Il m'ouvre la porte. Dans sa prep, dans sa manière de jouer, etc., quoi. Yes. Tu vois, moi, je pense que ça marcherait pas sur moi. Donc, en fait, c'est vraiment une question de... C'est quel genre de fan club tu veux. Parce que, genre, moi, j'aime bien un peu avoir l'impression de fight to get what I want, tu vois. Enfin, pas dans le sens où je dois fight les joueurs, tu vois. Genre, en mode, je dois râler à la fin de chaque partie pour avoir ce que je veux, tu vois. Mais genre, j'aime bien avoir un sentiment un peu de résistance, tu vois. Pour justement me dire à la fin de la partie, c'est parce que j'ai fight, en fait, que mon personnage, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Je sais pas comment dire. Et il y a des gens qui seront addicts à l'idée de manipuler des brouettes de D6. Il y a des gens qui sont addicts à suivre un perso qui a été bien construit en amont, avec une grande backstory, etc. Il y a des gens qui sont addicts d'un système de combat tactique et de combat de masse. Enfin, en fait, il y en a pour tous les goûts, quoi. Donc ton fan club, finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un fan club de 4 personnes qui s'entendent très bien et avec lesquelles on joue souvent et qu'on s'amuse bien, quoi? Alors est-ce que, vu qu'on est dans un exercice un peu stupide en fait, hein, quand tu penses avec cette question, quitte à partir dans vraiment des trucs absurdes, est-ce que si mon objectif de MJ c'est d'avoir un fan club, pas que je fasse une sorte de jeu parfaitement sur mesure pour les gens que j'ai choisis? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me faut c'est surtout une sorte de truc d'analyse psychologique pour avoir des sortes de levier, tu vois, et de me dire, donner à chaque joueur, tu vois, c'est plus une question de jeu, c'est passer tout ton temps à essayer de donner à chaque joueur exactement ce qu'il veut. Ça résonne un peu parce que du coup, moi, j'aime bien discuter en dehors des sessions avec mes joueurs, quoi. J'aime bien savoir ce qu'ils pensent, pas spécialement écouter leurs plans et tout, mais voir à quel point ils résonnent ou pas avec un PNJ. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh là là, quand t'es PNJ, je les apprécie et pourtant j'ai envie de les buter parce qu'ils sont... c'est des connards, quoi. Je me dis, ok, c'est cool, ça résonne, tu vois. Genre, elle aime bien le fait que je joue un peu hard to get, quoi. En fait, ouais, je pense que
dans la réalité, en fait, c'est ce qui fait vraiment qu'il y a des gens, ils kiffent et ils restent à la table, c'est justement le fait de pas se mettre sur un piédestal. Maintenant, c'est une réponse plus sérieuse hein, de mon côté. C'est de pas se mettre trop sur un piédestal parce que dans tous les cas, alors peut-être qu'il y a des gens qui adorent ça, mais genre si vraiment t'imposes un playstyle, etc., les gens, peut-être, ils viendront pas vraiment parce qu'ils sont fans, mais juste parce que tu leur proposes ce playstyle-là, tu vois. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir des gens avec qui je peux jouer pendant longtemps, qui reviennent et tout, c'est parce que on discute tous et on essaie tous de. C'est pas juste une histoire de faire un débrief et de dire alors ça a été, oui, ça a été, tu vois. Genre, c'est de discuter à fond le jeu de rôle. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, le côté fan club. C'est plutôt fan club d'une table où tu te dis putain. Même si la partie elle est nulle, on va avoir une discussion de ouf à la fin, tu vois. Ouais, ou même si la partie est nulle, on aura bien rigolé, etc., etc. Donc moi, quand je lis quel jeu choisir, c'est en fait quelle philosophie. Et peu importe le système au final. Enfin, peu importe les règles. Moi, par contre, j'aime bien l'idée que le maître du jeu est un maître de la cérémonie de jouer. Donc, on dit ça aussi dans les jeux PBTA. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je joue, je suis le Jean-Luc Reichmann du JDR. Je suis un peu comme si les mecs j'étais en stream. Je suis un peu à 110%. C'est-à-dire que je suis plus vocal, je parle un peu plus fort, je suis plus au taquet. En fait, j'ai une énergie, quoi. Et cette énergie, je la mets pas au profit d'être sur le piédestal en tant que MJ. Je la mets pour être celui qui va tendre le micro et mettre la douche de lumière sur le joueur qui, lui, sera sur le piédestal. Et en fait, on fait tourner les joueurs comme ça, du piédestal au piédestal, quoi. Et moi, je suis un peu, le présentateur télé du JDR de ce soir. Et je fais des cabrioles, je change de costume, j'ai le sourire Colgate, etc., etc., quoi. Et je pense que les gens aiment avoir quelqu'un, une personnalité comme ça, meugeux, forte, forte comme ça dans la démonstration, ou forte dans l'ambiance, ou forte dans autre chose, qui va les amener à se dire « Ah ouais, putain, ce soir, c'est le spectacle. » Ouais, en fait, en t'écoutant et en tournant la question dans ma tête, je me dis que c'est l'inverse. En fait, si t'as un jeu, on va dire, trop... si t'essayes trop d'être accessible et d'onboarder tout le monde, finalement, t'es à égalité avec tous les autres MJ qui essayent d'être accessibles et d'onboarder tout le monde. Alors que si, c'est le contraire, en fait, si tu veux vraiment avoir un fan club, comme dit Joss, il faut que tu fasses un truc, peu importe ce que c'est, mais que tu fasses un truc genre vraiment spécifique et que du coup, les gens auront peu de chances de trouver à d'autres tables. Donc ça veut dire que si ton truc spécifique, les gens ils trouvent que c'est nul, ils viendront pas. Mais par contre, si tu proposes, par exemple, de jouer à un jeu qui est très peu maîtrisé, qui est très peu joué, ou si t'as, je sais pas, un quelconque talent ou une quelconque aspérité qui te rend vraiment unique, ou genre, je sais pas, un truc comme ça, là, il y a des chances qu'il y ait des gens qui se disent « Ah ouais, ça, je l'ai vu à aucune autre table, tu vois. » Je pense que oui, je pense que c'est une très très bonne réponse. Après, du coup, pour la lassitude, l'addiction, etc., au moins ça, je pense qu'on peut pas faire grand-chose. Mais optimiser sa spécificité, bon, un truc un peu sexy, hein, pas un bec de lièvre, quoi, ou un vovotement, un truc un peu plus badass, quoi. Le mec qui zozote, mais genre, j'ai jamais vu ça, ça me donne un truc de fou. Tu peux me faire un jet de persuasion, s'il te plaît? Non, ça marchera pas, ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense... Enfin, en fait, c'est pas la seule... En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est jouer avec quelqu'un où j'ai l'impression que, tu vois, il a capté, on va dire, tous les skills transversaux du jeu de rôle. C'est-à-dire, genre, par skills transversaux, j'entends, il laisse passer la parole. Et je parle même pas que de MJ, hein, je parle aussi de joueurs. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est des skills que tu développes en faisant du jeu de rôle ou que on a tous intérêt à développer, genre passer la parole, pas faire trop long, réussir à mettre une énergie, à mettre un truc quand on interprète. Si le mec, en plus, il a 2-3, on va dire, trucs de scéno, tu vois, qui sont pas invasifs et il joue pas que de ça, mais il est capable de faire tout ça. Tous les trucs, en fait, qu'on aime bien à dire, ouais, c'est des bonnes choses à faire en jeu de rôle, mais qu'en plus, à côté de ça. C'est important. Il me fait jouer à un jeu qui m'intéresse de fou et il le maîtrise bien et il arrive à me faire, à me faire la passation, tu vois, enfin, genre à vraiment m'onboarder dans ce jeu qui peut-être par ailleurs, tu vois, m'aurait tenté, mais je l'aurais pas fait parce qu'il faut relire un livre de 400 pages et je sais pas sur qui je vais tomber en y jouant. En fait, le mec, il va me proposer de jouer à un jeu qui est pas mon jeu maison super simple ou D&D 5e, parce que voilà, il y en a des tonnes, et qui en plus arrive à avoir tous les trucs cool d'animateur. Ça, c'est un putain de MJ. Parce que des fois, j'ai le sentiment que quand tu cherches à jouer je dérive un peu. Quand tu cherches à jouer à des jeux un peu spécifiques, tu vois, oui, et qu'il y a peu de gens qui y jouent, bah en fait, t'as moins, entre guillemets, le choix des gens avec qui tu joues. C'est sûr. Et des fois, c'est juste... Le mec, en fait, c'est juste
un rule lawyer de ce jeu, tu vois, qui à côté de ça, justement, t'as le sentiment qu'il a pas trop joué à d'autres jeux, il joue qu'avec sa table antédiluvienne de ce jeu et c'est les derniers dinosaures à y jouer. Et du coup, en fait, c'est pas ouf non plus, quoi. Oui, et en même temps, plus le jeu est niche, plus tu peux te dire qu'en fait il a joué à autre chose aussi. Bon, c'est sûr que là, oui, si on parle de mec qui a joué à Pathfinder toute sa vie, les skills transversaux, je les attends encore, tu vois. Parce que finalement, jouer à Pathfinder, ça te formate ton cerveau, quoi. Tu peux pas faire la bascule Pathfinder PBTA jour 1, c'est pas possible. Ouais. Ça va prendre du temps de se déconstruire, quoi. Mais du coup, je sais pas, quelqu'un qui joue à un jeu super obscur ou même un peu niche, des trucs genre Into the Odd, des trucs genre Alice is Missing, tant et si bien qu'on croit que c'est encore du JDR. Des jeux un peu comme ça, un peu indé, quoi. Si ça c'est ta spécificité, je pense que tu as une culture de ces jeux-là qui est tellement vaste qu'en fait c'est ton délire de tester des jeux différents. Finalement, ça fait quand même le parallèle avec la première question. Pour arriver à capter ces skills transversaux, à capter cette petite nuance qui fait ton unicité en JDR, encore une fois, faut se cultiver, quoi. Il faut cultiver son jardin holistique. On parle plus de pâturage, on parle de jardin holistique. Ouais. Finalement, cette question n'était pas si nulle que ça. Non, elle est essentielle, parce que je pense qu'en fait, avoir un fan club, c'est un peu le rêve de tout MJ. On a envie que les joueurs nous parlent, nous disent « Ah, j'ai trop kiffé, etc. etc. » On a envie de récolter, finalement. Une fois qu'on a cultivé son jardin, il faut récolter les fruits. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu trouves pas que c'est quand même mieux ? Par exemple, moi, j'adore jouer à une table où je sais que tout le monde est MJ. Et tu vois, ça veut pas dire que tout le monde est à 40 ans de jeu de rôle derrière soi. Mais tu vois, en gros, une table où les gens, ils s'intéressent globalement à l'expérience jeu de rôle. C'est pas le cas de tous les joueurs. T'as des joueurs qui sont ultra investis dans le jeu de rôle, qui se renseignent sur des jeux, qui essayent plein de jeux différents, etc., etc. Mais je trouve qu'en fait, quand on parle de MJ Fan Club, comment je fais pour avoir les gens qui kiffent trop ce que je fais et tout, des fois, c'est un peu au détriment du public, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais un fan club de gens, en fait, qui connaissent rien au jeu de rôle, tu vois, je cultive une sorte de groupe de joueurs et en fait j'essaie juste, tu vois, j'ai pas trop envie qu'ils aillent voir la table d'à côté parce qu'ils pourraient se rendre compte que mais il y a d'autres manières de faire, peut-être même elles sont mieux. Moi, tu vois, genre tu peux pas, c'est pas ouf d'avoir des fans par obscurantisme, tu vois. T'as envie t'as envie de jouer et que tout le monde soit à fond et que en plus tout le monde soit intéressé. Et c'est là que tu te dis ah putain, là j'ai trouvé ma place au milieu d'un groupe de gens on est tous passionnés, on kiffe tous et on kiffe tous jouer ensemble et je suis encore plus content s'ils aiment bien mes parties, parce que je me dis, ça me valorise, parce que je me dis, c'est pas juste un débutant que j'ai réussi à impressionner là maintenant, quoi. Yeah, alors après, je vais peut-être pas me faire des potes en disant ça, donc du coup, c'est pas Hugo qui l'a dit, c'est moi, voilà, c'est Coco. C'est que j'ai l'impression que justement, ce côté un peu obscurantiste du JDR, je le retrouve souvent chez des gens qui promeuvent l'ambiance, et du coup, qui jouent à des jeux peut-être simples, ou des jeux sans dés, etc., où en fait, l'ambiance est tellement, oulala, c'est mystérieux, oulala, c'est mutin, qu'au final... les joueurs vont être happés par ce mystère et se dire oh, mais ce MJ il est formidable quoi, et ils vont kiffer ce style de jeu là. Ce MJ va souvent être élevé au stade de gourou mystique parce qu'en fait même son jeu il est mystique finalement, on comprend rien à ce qu'il joue. Et au final ce gars là ou cette nana là, peu importe, va être galvanisé de faire la marionnettiste ou le marionnettiste obscurantiste quoi. Et je me dis mais du coup où est ton système? Enfin bon, ton système on a compris, le système c'est en fait plus tu es gentil, plus machin, plus ça marche quoi. Mais on se dit c'est quoi les leviers autres que juste aller toucher la petite corde sensible de chacun quoi. Et du coup après surtout faire en sorte que tous tes joueurs ne comprennent pas qu'il y a un univers de jeu de rôle autre à côté quoi. Ouais, en fait des fois moi ça m'est arrivé assez souvent, et notamment tu sais justement quand j'initie un peu ou je fais jouer mes potes et tout, où en fait, je sais qu'ils n'auront pas le temps de s'investir dans le système. Je sais que la conversation sur le jeu de rôle, elle va les intéresser très momentanément, parce qu'en fait, c'est pas des passionnés de jeu de rôle. Et même si j'ai un plaisir à jouer avec eux et que de temps en temps, ils font « Ah, quand est-ce qu'on fait un jeu de rôle et tout ?» Je sais que moi, en tant que MJ, c'est pas les parties que je vais préférer, parce qu'à la fin de la partie, je me dis « J'ai été le compteur de cette nuit, quoi. » Mais j'ai pas fait le jeu de rôle, quoi. J'ai pas joué le jeu de rôle, en fait. Donc, je suis relativement d'accord avec ce que tu dis. Et puis comme toi, je ne pourrais pas être le dealer de vis comme ça, ad vitam aeternam de 4 pégus ou 400 pégus, quoi. Non, faut que moi aussi, genre... Je suis pas sûr d'ailleurs que les compliments et te dire « Ah ouais, je kiffe ta partie, etc. » suffisent, vraiment. Il faut même que l'acte de joueur lui-même soit satisfaisant intellectuellement, socialement, etc. etc. quoi. C'est ça. Je pense que
Je pense même d'une certaine façon que dans la culture du jeu de rôle telle qu'on la pense et dans la conversation du jeu de rôle sur Internet et tout, on met souvent le MJ comme... on lui accorde beaucoup de mérite, en fait. Et des fois, c'est les joueurs, en fait, qui ont les mérites que la partie... Enfin, même très souvent, en fait. Plus que... Yep. Moi, j'ai vraiment... j'arrive plus trop à faire de la prestation de service, quoi. Et je pense que les gens qui accrochent à fond au jeu de rôle, en tant que joueur notamment, c'est quand ils comprennent qu'il y a aussi moyen de se valoriser en tant que joueur, quoi. En fait, que ça peut aussi être très exigeant d'être joueur. Parce que c'est quand tu fais un truc qui est exigeant, je trouve qu'il y a le plus d'intérêt, tu vois. Si, on va dire, en tant que joueur, mon seul rôle, c'est de venir suivre le scénar et d'appliquer... enfin, bref, que je suis consommateur de l'expérience, je pense que ça, au bout d'un moment, je viens plus, ça me fait chier. Et à partir du moment où je me rends compte, tiens, si je parlais un peu moins avec le MJ, un peu plus avec les autres joueurs, ça crée pas la même chose, tu vois. Genre d'un seul coup, on a des conversations qui sont plus les mêmes. Si je m'intéresse aux règles, d'un seul coup, j'arrive à faire des trucs que je pouvais pas faire avant. Tu vois, en fait, en gros, moi j'aime les joueurs qui s'investissent et je pense que il y a vraiment un retour sur investissement en fait quand t'es joueur et que tu t'investis. Et souvent les MJ potentiellement le comprennent. C'est pour ça que, en gros, je trouve des fois quand t'as été MJ, t'as bien vu ce que c'était une partie où les joueurs ils sont pas investis. Et donc quand tu deviens PJ, potentiellement c'est pas le seul moyen c'est pas le seul cheminement. Mais il y a des chances que tu sois aussi un joueur plus investi quand c'est toi qui passes de l'autre côté, je sais pas. Bah oui, t'as compris à quel point le travail de MJ est parfois ingrat, parfois difficile, parfois on crée 4 trucs pour en voir qu'un seul en session, donc forcément, quand tu passes de MJ à joueur, tu te dis, bon, le mec a au moins fait ce que moi je fais d'habitude, donc forcément, on va être un peu, on va tenter un peu de l'aider lui aussi, quoi. Et c'est vrai, quand tu dis que tu préfères jouer avec des gens qui sont MJ aussi à côté, je pense que c'est une vérité... Enfin, c'est limpide, quoi. À mon avis, tu auras plus de satisfaction à trouver cet échange, cette transaction entre ce que tu fournis et ce que les joueurs te fournissent, plus agréable si les joueurs comprennent le travail du MJ, quoi. Ça me semble... Ce qui veut pas dire que tous les MJ que j'ai eu en tant que joueur m'étaient agréables. Mais passons à une troisième question. Oui, voilà. J'ai une autre question. Encore une fois, qui a le potentiellement de couper très court. Parce que moi, j'avoue que j'ai pas de réponse. Y a-t-il un jeu que tu aimes tout en sachant qu'il est pas terrible ? Y a-t-il un jeu que j'aime tout en sachant qu'il n'est pas terrible ? En général, j'aime pas un jeu mauvais, je l'ai aimé si jamais on s'est bien amusé, quoi. Par exemple, dans ma tête, je pense à une partie de Brigade Chimérique, le JDR tiré de la BD. Le jeu en lui-même n'est pas fou, mais on était en bonne compagnie, on s'est très très bien amusé, ça faisait plaisir. La soirée s'est bien passée, mais le jeu, il n'avait rien de folichon, quoi. On reboucle encore avec la première question d'une certaine manière, parce que, alors, est-ce que c'est un jeu auquel tu rejouerais ? C'est un jeu que j'ai maintes fois relu pour tenter d'y trouver des trucs, parce que au niveau de la création de personnages, créer les pouvoirs, etc., de ton super-héros français, d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un délire. Mais à chaque fois que je le lis, à chaque fois je me dis, oh non, en fait, il faut y jouer, j'arrête. Alors en fait, je pense pas que j'y rejouerai. Si jamais on me proposerait une partie comme ça en one-shot, en bonne compagnie, ok, vas-y, je fais un perso, on joue à ça. Mais en tant que MJ, jamais je touche ce truc-là avec un bâton. C'est difficile d'avoir un jeu que tu aimes tout en sachant qu'il est pas terrible. Par contre, c'est beaucoup plus relatable. Je pense que ça arrive très souvent qu'il y a des jeux, on les aime pas, mais on a eu des bonnes parties dessus. Mais ça veut pas dire que j'aime le jeu. J'ai juste aimé la partie que j'ai fait dessus. Et ça recoupe un peu avec la compensation dont on parlait tout à l'heure, qui est de dire aussi que tu peux jouer à des jeux qui sont pas ultra satisfaisants mécaniquement, mais quand même passer des bonnes soirées de jeux de rôle. Ah mais attends, un jeu qui est pas terrible, mais que j'aime beaucoup, D&D5, mec. Genre, j'aime beaucoup D&D5 en vrai. C'est juste que je le trouve tellement, en plus du fait que la culture de jeu est un peu éclataxe, et que le jeu en fait il est flawed, quoi. Il a plein de défauts, ce jeu, mais ça m'empêche pas de le trouver mignon, quoi. Ok. Mais c'est un vieux blanc parce que je dis que j'aime D&D5. Non, je sais pas. Non, je réfléchis au vu de comment tu le racontes, genre un jeu, ouais, c'est vrai que pas terrible, ça veut pas dire que c'est objectivement nul. En fait, j'essaie de trouver un jeu auquel j'aurais bien aimé y jouer. Vraiment, en fait, dans le jeu vidéo, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Genre, tu vois, par exemple, je pense à The Witcher 3, gameplay de combat moisi, genre tu spams. Et par contre, j'adore l'univers, j'adore le fait que j'adore la DA, tout j'aime tout dans le jeu. Je peux y rejouer alors que dès qu'il y a un combat, je fais ah non, un combat. Tu vois. Par contre, je suis en mode je vais à cheval de cette ville à cette ville, je suis content, alors que c'est pas vraiment du gameplay, quoi. Genre c'est un walking simulator, un horse simulator. Ouais.
Pour faire le parallèle un peu avec un jeu 5e compatible, moi je trouve que voilà, j'aime bien ce jeu, j'aime bien D&D 5, mais par contre ce que j'aime pas que le fait que la culture tourne autour du multiclassage, j'aime pas le fait que les gens font forcément du D&D en jouant avec des dons. Tu vois, genre finalement on pourrait prendre le jeu à sa plus simple essence, sans dire que c'est Shadow Dark. On joue quand même à D&D 5e, quoi. Mais en fait, on le simplifie, on fait un peu cette tambouille, etc. On met un peu de l'emphase sur nos persos parce que c'est l'aventure, etc., etc. On prend le système d'XP tel quel au lieu de faire des putains de milestones. Comme ça, on va combattre des trucs. C'est qu'en combattant des trucs, on va gagner d'autres trucs pour combattre des trucs plus gros. En vrai, ça marche, hein. Pour peu que ce soit un peu aidé sur VTT, histoire qu'on ait des boutons un peu partout, machin. Ouais, bah dans ce cas-là, ok, j'ai peut-être un jeu. Je repense à Inevitable auquel j'ai joué. Honnêtement, la mécanique, elle casse vraiment pas trois pattes à un canard. Genre, dès le moment où j'ai commencé à y jouer, je me suis dit, c'est pas du tout, ça me fait pas kiffer. Mais c'est vrai que là, tu vois, rien que d'y penser, je me dis, ah, j'aimerais bien y jouer, tu vois. Parce que juste l'univers, les thèmes, toutes les idées, en fait, c'est que la proposition du jeu, je la trouve trop stylée. J'ai l'impression que la mécanique est faible, quoi. Toi, j'ai l'impression que du coup, ça va être plus la proposition de jeu, les univers, etc., qui vont te faire déterminer si un jeu est limite ou bon, quoi. Ah, je sais pas, parce que... Enfin, c'est pas que... La proposition, oui, mais l'univers, pas tellement, parce qu'en réalité, la plupart des trucs que je fais, au final, je finis par les faire dans des univers fourre-tout, que moi, j'ai envie de faire mes trucs dedans. Okay. Mais ouais, je pense... Quand j'analyse un jeu et que je décide qu'il est bon ou pas bon, en fait, l'univers n'a mais genre rien à dire, quoi. Je regarde les règles telles qu'elles sont écrites, je me dis que oui, cette règle sert un certain pan de cet univers-là, mais l'univers, je m'en carre, quoi. Ouais, mais le thème, etc., tu t'en carres pas, quand même. Parce que sinon, ta mécanique, dans un vacuum, toute seule, tu peux la juger à l'aune de rien. Je parle pas du lore, hein. Tu vois, genre, par exemple, pour moi, je me rappelle de Rollmaster. Bon, j'y ai jamais joué. Enfin, jamais joué tel quel, mais c'était un de mes premiers livres de jeu, tu vois. Enfin, aujourd'hui, j'aurais probablement pas envie de jouer et tout. Mais tu sais, par exemple, le fait qu'il y ait toutes ces listes d'équipements, de situations, de blessures critiques, etc., c'est stylé, tu vois. Et c'est pas l'univers en soi, mais genre, la proposition d'avoir un truc un peu, je sais pas comment dire, un peu granulaire et tout, ça peut m'exciter. Et pour autant, je crois pas que ça me donne envie d'y jouer, quoi. Je pense par exemple à un jeu qui, pour le coup, je trouve très 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 bon et pourtant sur lequel je suis d'abord venu Mechanics First, c'est Blade in the Dark. Genre tout le monde dit Blade in the Dark c'est génial, on joue des gens, des criminels dans une ville un peu où il fait tout le temps nuit façon Dishonored. Tous les gens commencent par ça, alors que moi je suis arrivé sur Blade in the Dark comme étant un jeu qui est la suite logique des jeux PBTA, où la fiche de personnage était très très stylée et que graphiquement tout était au poil pour comprendre comment piloter ta fiche, où les mécaniques était censé fournir cette histoire de gredin là. Donc ok, les mécaniques servent le thème, mais c'était mécanique d'abord. Tu vois. Et après, univers stylé. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, par exemple, un jeu comme ça, tu vois Quest, bah sur le papier, il y a des trucs que j'aime bien comme ça, tu vois. Et en fait, quand j'y joue, je trouve que c'est un peu nul. Genre, tu vois, cette idée qu'on va créer nos personnages juste en remplissant un texte à trous, et chaque classe, en fait, c'est juste... finalement un deck de cartes et au fur et à mesure je prends mes cartes et j'ai de plus en plus de capacités. Je trouve ça un peu stylé. C'est un peu comme Dagger Heart, tu vois. Sur le papier, je sais pas pourquoi cette idée qu'il y ait des cartes et qu'on build le personnage juste en prenant des cartes et tout, je me disais, mais en fait c'est la question à l'envers. C'est-à-dire qu'au final, je l'aime pas du tout par contre. Enfin, j'aime pas du tout y jouer, mais par contre, je pense que cette approche du building de personnages en prenant des cartes et tout, je trouve que c'est terrible, tu vois. S'il y avait un jeu qui le faisait vraiment bien, ce serait stylé. C'est presque la question inversée. Ouais. Après, je fais la différence entre mécanique et principe ludique. Genre, au final, les cartes, c'est intéressant. Mais en fait, on pourrait faire 40 000 trucs avec des cartes en JDR. Pas que juste dire c'est ta capacité, quoi. Moi, c'est plus comment les règles vont servir le fameux thème dont on parlait tout à l'heure. Au final, un jeu avec des cartes, c'est cool. Mais si le jeu, c'est de faire un deck de cartes, et en fait, quand on crame la carte... et que ça veut dire qu'en fait on la déchire, elle n'est plus utilisée de tout le jeu, et en fait ça symbolise le fait que nos mémoires sont fugaces. Ok, là il y a une sorte de... il y a un nœud ludonarratif, les règles servent l'histoire, et du coup je me dis, ah, ce jeu-là il a l'air intéressant. Ah mais alors, dans la brigade chimérique, qu'est-ce qui t'a plu exactement? Parce que tu parlais, ouais, vas-y, il y a un truc pour build un personnage qui serait un super-héros français, donc au final, c'est un peu le fluff qui fait que tu te dis, oui. Ah, pourquoi pas? En vrai, brigade chimérique, j'avais 0 pièce dedans quand je l'ai lu et qu'on m'a dit, vas-y, on joue à ça ce soir. D'ailleurs, dans ce contexte-là, j'avais même pas choisi mon perso. On m'a dit, tiens, toi, tu joues ça. Hop. Et en fait, on a chacun créé les personnages pour les autres. Et donc, c'est un peu spécial. Mais à la fin, en fait, vu qu'on était en bonne compagnie, vu que le jeu était pas ouf, mais que le cadre était sympa, et qu'on a bien rigolé, j'ai un bon souvenir. Et finalement, j'aime bien
la brigade chimérique pour tout ce que ça englobe, sachant très bien que les règles de brigade chimérique ne sont pas terribles. Par contre, oui, Ok. l'idée de créer son personnage à points, etc., qu'en fait, tu peux mettre des... en gros, tes pouvoirs, coûtent des points, mais si jamais tu mets des limites sur ces pouvoirs, ça te permet de regagner des points en plus. Tu vois, c'est un truc un peu logique, hein. Tu prends des avantages, tu gagnes des avantages en plus, et je me dis... ça aurait pu être stylé, par exemple, pour des univers que j'apprécie mieux. Genre, par exemple, j'adore le manga Hunter x Hunter, où tout le principe, c'est d'avoir des pouvoirs qui ont des restrictions fortes. Et donc, au fait, ouais, ok, c'est cool, tu sais lire dans les pensées des gens. Par contre, pour le faire, tu dois manger un brocoli. Et ok, c'est cool. Donc, quand t'as plus ton brocoli, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu peux plus utiliser ton pouvoir. Ouais. Dans ce cas-là, j'ai une réponse à la question. J'aime bien, mais de temps en temps, tu vois, j'aime bien aller à la table justement, on en parlait tout à l'heure, d'un MJ à ambiance, tu vois. Mais genre, en fait, quand j'ai accepté d'avance que j'y vais pas parce que je me dis, ça va être. Tu vois, j'y vais pas en mode, putain, on va enfin faire du jeu de rôle comme je l'aime, tu vois, genre, et comme j'aimerais mieux le faire moi-même et comme ça me passionne. Mais par contre, des fois, je me prête à l'exercice de, ok, le mec, il a prévu tout son scénario d'enquête Cthulhu, machin. Il va vouloir me faire tous ces petits effets, ces petits effets de compteur, et il va me mettre toutes ces musiques et tout. Et en fait, quand je buy in, tu vois, à l'avance, je me dis, je sais dans quoi je mets les pieds. Je peux apprécier ça, tu vois, tout en sachant que c'est pas du tout ce que j'attends a priori du jeu de rôle en fait. Tu vois. Par contre, quand c'est une attaque surprise, ça je déteste. Tu vois, genre je pense que je vais jouer à, je pense que je vais jouer à D&D 5e, tu vois. Et là je me rends compte, attends mais on jette pas les dés. Ok. Voilà, yes. Non, c'est un jeu d'ambiance, attends. Ok, là, il y a eu la On a cinématique, tous ok. Je clique sur A. Je clique sur A pour passer la cinématique. Ah non, c'est pas possible, je dois attendre. Ok. Yep. Le jeu d'ambiance où on joue tous des hachoirs Moulinex plus 5, ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Yep. C'est une belle, du coup, dissonance ludonarrative. C'est-à-dire que les règles ne servent pas du tout le propos du jeu. C'est ça. Bon, bah, on a fait 3 questions. Au final, C'est intéressante. Ouais. En fait, finalement, les questions un peu les plus tordax, elles peuvent apporter des réflexions quand même profondes. Et ben, on va se laisser là. Donc, du coup, tu as parlé de Hard Light Calypso. Est-ce que tu veux dire aux gens ce que c'est Hard Light? Ouais, je veux bien dire aux gens ce que c'est mon jeu. Hard Light Calypso, c'est un petit jeu en impression à la demande que vous pouvez avoir sur Lulu. Si jamais vous êtes sur le Discord du BoMJ, vous pouvez directement cliquer sur mon profil, ça vous amène dessus. Et du coup, alors c'est un livre, pour l'instant, il n'est pas dispo en PDF, il est juste dispo en print on demand. Il coûte 13 €. Et c'est un jeu sci-fi sur une planète un peu océanique où vous jouez des agents d'une organisation secrète. Et le délire de ce jeu est très très simple, c'est des jeux à mission, un jeu à mission. Un joueur est le vétéran, c'est un humain, c'est un sergent, c'est un ancien de l'armée, etc., qui désormais travaille pour l'agence, un peu comme un agent secret. Et les 3 autres sont des recrues, ce sont des jeunes adolescents qui sont nés sur cette planète, Calypso, la planète bleue, et en fait ils ont des pouvoirs. Et donc en fait, le sergent expérimenté joue un peu le babysitter de ces 3 gamins qui ont des pouvoirs et qui eux ont la tête pleine de rêves dans ce monde où tout est à rebâtir, voilà, parce qu'ils ont fui la Terre. Et du coup, ça parle un peu de design négatif aussi, parce que il n'y a pas ces histoires de conflits internes entre les joueurs terriens et les joueurs calypséens. Mais par contre, le fait que les gamins aient des pouvoirs et que le vétéran n'en ait pas, la balance un peu de l'équilibre des forces est un peu rompue, quoi. Voilà. Donc, si jamais ça vous plaît, et si jamais, à force de jouer avec moi chez Hugo, etc., vous aimeriez savoir ce que moi je crée, ça me ferait plaisir que pour Noël, voilà, vous achetez un Calypso pour un proche. Voilà. Ok. Bon, il faut absolument que cette vidéo sorte avant Noël, alors. Non, ou pour la Saint-Valentin, ou pour la Saint-Glinglin, voilà. Ok, pour la Saint-Glinglin, du coup. Ça marche. Aider un designer français, voilà. Merci la ouais, c'est ça. Appel au pathos. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très très stylé. Yes, à une prochaine peut-être Coco, et puis si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des questions si vous voulez, que ce soit en commentaire de la vidéo ou sur Discord, pour mettre du bois dans la cheminée, dans la locomotive. Bref, j'arrive plus à faire des phrases. Allez, salut.